La situation est assez dramatique puisque des usines entières ont fermé, elles commencent à réouvrir, mais on oblige les ouvriers à vivre à ne pas quitter les usines. De la même façon, le métro fonctionne encore, mais on fait vivre les gens sur place, les magasins aussi, les gens sont obligés de vivre, qui travaillent dans les magasins sont obligés de vivre sur place pour éviter justement les mouvements de population, etc., etc. Pour revenir aux éléments strictement économiques, la situation n'est pas dramatique, mais tout de même, il y a beaucoup d'entreprises en Chine qui ont fermé leurs portes, des petites entreprises qui sont extrêmement en difficulté. Et je sais que dans certains domaines, notamment dans le domaine de l'électronique, certains en Europe même commencent à se plaindre de difficultés, de commercialisation, de production, etc. Certains produits manquent, etc., etc. À rebours de ce qui se passe ailleurs dans le monde, l'Atelier du Monde maintient une politique zéro Covid et un confinement sévère à Shanghai et peut-être demain à Pékin. Au risque de mettre en crise le pouvoir et le Parti communiste chinois, au risque aussi de gripper encore plus qu'elle ne l'est déjà l'économie mondiale. Par ailleurs, quel est le jeu de la Chine au moment où la guerre en Ukraine semble se durcir et où les États-Unis parient désormais sur une victoire militaire de Kiev face à Moscou? De tout cela, je parlerai avec mon second invité, Jean-Louis Roca, spécialiste de la Chine, enseignant à Sciences Po Paris et auteur de l'ouvrage « Une sociologie de la Chine », paru aux éditions La Découverte. Avant qu'il s'installe, on regarde d'abord un petit élément introductif. Guerre en Ukraine et ses conséquences économiques dans le monde qui ont relégué, il faut le dire, au second plan la crise sanitaire. Et pourtant, elle est encore bien présente, notamment en Chine, où les contaminations ne cessent d'augmenter. Et dans certaines villes du pays, comme Shanghai, le confinement, lui, est toujours en place. Depuis plus d'un mois, la patience des habitants est donc mise à très rude épreuve. Écoutez, Louis Zifan, il est le correspondant de Libération sur place. À Shanghai, la métropole qui est confinée depuis un mois désormais. Hier soir, les 25 millions d'habitants ont crié leur désespoir, leur colère à la fenêtre de leurs appartements en tapant sur les casseroles et surtout en demandant à être livrés en nourriture. Depuis le début du confinement, il y a un mois, la nourriture est véritablement le nerf de la guerre. Et ces images sont très rares dans la Chine aseptisée où les manifestations sont évidemment interdites. Ces images d'ailleurs étaient très nombreuses sur la toile hier, mais elles ont toutes été supprimées par la censure, ce qui a évidemment contribué encore plus au mécontentement. Depuis lundi, beau temps, mauvais temps, 22 millions de Pékinois doivent faire la file pour se faire tester. À part ces centres de dépistage, les lieux publics sont interdits, les activités culturelles annulées et les écoles seront toutes fermées à compter de demain. Et là, les vols ont été annulés, les trains ont été annulés et les gens ne peuvent pas quitter Pékin. On a d'ailleurs la même situation dans de nombreuses autres villes. Donc voilà, la ville et la vie tournent quand même au ralenti. Cet isolement de la capitale chinoise pourrait s'intensifier dès ce week-end si le dépistage des derniers jours confirme une augmentation des cas de COVID. Bonjour Jean-Louis Roca et bienvenue Bonjour. sur le plateau du Média. Très heureux d'être là. Alors, que se passe-t-il exactement en Chine? On a l'impression que le Covid-19 a disparu, enfin sinon disparu, du moins été apprivoisé. Et voici que dans le pays d'où est venue cette pandémie, on en est au reconfinement. Et un reconfinement qui est sur le point de créer une épidémie d'émeutes. Alors vraiment, on a envie de demander qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les nouvelles de Chine? Alors, les nouvelles de Chine, pour essayer de les comprendre, il faut d'abord repartir un petit peu peut-être sur le contrat social qui s'est installé depuis quelques années en Chine entre le parti et la population. Il ne faut pas croire que l'on a une population complètement soumise au parti, qui obéit, et les choses sont évidemment pas aussi simples que ça. En fait, le parti aujourd'hui a un soutien certain vis-à-vis de la population pour deux raisons essentielles. D'abord, c'est parce qu'il est censé protéger
protéger la population. Protéger avant l'épidémie, évidemment, au sens de le protéger des conséquences d'un certain nombre de problèmes qui existaient en Chine, garantir la croissance économique, etc., etc. Et le deuxième élément, c'est justement cette modernisation, je dirais, de la société chinoise qui est en charge, enfin le parti est en charge de cette modernisation, et donc la garantie d'une croissance régulière du niveau de vie, du développement de nouvelles opportunités, du fait que les gens ont changé aujourd'hui complètement de vie, qu'il y a une société de consommation, que l'on peut voyager, que l'on peut s'éduquer, etc., etc. Donc jusqu'au moment de l'épidémie, on avait cette situation. Et puis l'épidémie est venue radicaliser d'une certaine façon cette situation, où le terme protection est devenu un élément très précis, c'est-à-dire il faut protéger de la pandémie. Donc c'est là évidemment que la pandémie a commencé à se développer, la Chine a été accusée, etc., etc. Il y a eu un phénomène très clair de raidissement, je dirais, du gouvernement chinois par rapport à cette situation, et la plongée vraiment vers une politique de zéro Covid, qui était plus ou moins la politique de tout le monde d'ailleurs à une certaine époque. Mais pourquoi il la poursuit justement ? Alors aujourd'hui justement, la grande question, c'est cette poursuite de cette politique. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, je crois qu'il faut remettre ça, évidemment, dans le cadre aussi des tensions qui existent, c'est le moins qu'on puisse dire, entre la Chine et le reste du monde. Enfin, le reste du monde, on a tendance à dire la Chine est isolée contre les États-Unis, l'Europe, etc. En même temps, la Chine a beaucoup de soutien du point de vue en Afrique, par exemple, même aussi en Amérique latine, mais aussi à certains pays asiatiques, etc. Donc la Chine n'est pas isolée, mais la Chine, par rapport, disons, aux pays dominants aujourd'hui que sont l'Europe et l'Amérique, sont dans une situation effectivement de mise en cause, à la fois pour l'origine de la pandémie, mais aussi pour des questions de volonté supposée de vouloir dominer le monde, de vouloir dominer l'économie, etc., etc. Donc la Chine, le parti se sent un petit peu coincé dans cette volonté qu'elle a eue dès le départ de montrer que la Chine était le bon élève, que la Chine réussissait mieux que les autres dans cette espèce de compétition, je dirais, à la fois médiatique, mais aussi bien matérielle au niveau de l'économie. Et la Chine, aujourd'hui, a du mal à se sortir de cette logique. Elle a très bien réussi, finalement, objectivement, en tout cas jusqu'à il y a quelques mois, sa lutte contre la pandémie. C'est elle qui a le mieux réussi, sans doute, quand on regarde les chiffres. En même temps, et aussi les chiffres de l'économie. Elle en a moins souffert. Exactement, même les chiffres de l'économie. Et donc, elle a aujourd'hui beaucoup de difficultés à reconnaître qu'il faut changer de stratégie et qu'il faut accepter que la population soit, ce qui est une réalité, infectée par cette maladie. Donc, est-ce que c'est pas la densité démographique de la Chine qui lui fait craindre une sorte d'explosion qui serait préjudiciable globalement à son économie, à la santé de sa population, parce que la Chine, c'est pas l'Europe, c'est quand même beaucoup plus dense, avec des villes tentaculaires, beaucoup de villes tentaculaires. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer ? Alors oui, sauf qu'on a Omicron aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit très bien, par exemple, que parmi les épidémiologistes chinois eux-mêmes, et notamment le plus célèbre, a dit il faut changer de stratégie, c'est-à-dire que même les spécialistes chinois de la pandémie considèrent qu'il faut changer de tactique. Donc on a bien là un problème qui est à la fois un problème politique, un problème, je dirais, presque médiatique, mais aussi un problème social. Le parti a beaucoup investi dans l'idée que le parti protégeait la population et que le Covid n'allait pas se développer. Et aujourd'hui, ce serait une perte de face très, très, très nette vis-à-vis de la population, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, que de dire, voilà, maintenant, effectivement, il faut vivre avec Omicron. Parce que quand on regarde les chiffres, même à Shanghai, où effectivement, on a eu quelque chose comme 570 000 cas, je crois, depuis le 1er mars, qui est relativement important, quelque chose comme 2% de la population qui a été infectée, ce qui n'est évidemment pas rien. On voit bien que les cas, par exemple, d'hospitalisation ou même les cas symptomatiques sont très faibles. Donc, on pourrait
objectivement, et encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais c'est l'avis des épidémiologistes chinois, on pourrait vivre avec Omicron comme on est en train de vivre avec Omicron. Après, bon, il peut y avoir d'autres disons, épisodes dans cette histoire-là, mais en tout cas, dans la situation actuelle, on pourrait faire, comme beaucoup de pays aujourd'hui, atterrir, on pourrait dire, à partir d'une situation de zéro Covid jusqu'à une situation de vivre d'une certaine façon avec la pandémie. L'exemple typique, c'est la Corée du Sud, qui est partie de la même politique que la Chine, et qui a bien réussi relativement son atterrissage. Donc je pense qu'il y a véritablement là un problème de positionnement, disons, de la Chine. La Chine veut montrer qu'elle réussit de partout en économie et elle ne veut pas reconnaître que il faut parfois changer de politique et d'une grande souplesse. Alors, je voudrais ajouter un mot aussi qui est peut-être la clé de voûte de tout ça, c'est le fait que les dirigeants chinois et de manière générale la société chinoise connaissent mal ce qui se passe à l'extérieur de la Chine. Alors on pourrait dire que c'est à faute des autorités chinoises, de la censure, etc. Mais aujourd'hui, il est très facile avec un VPN de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Et puis on ne peut pas faire ce reproche à la classe dirigeante chinoise. Mais la classe dirigeante chinoise est elle-même très peu... Ils connaissent très très mal. On a très peu de spécialistes des sociétés étrangères. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Bon, l'exemple typique, c'est l'Afrique. La Chine, aujourd'hui, on sait, est très présente en Afrique. Elle connaît très 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 mal l'Afrique. Elle est obligée d'utiliser des intermédiaires parce qu'on n'a pas de spécialistes, on n'a pas d'hommes d'affaires même qui connaissent très 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 bien la situation africaine. On reste sur des légendes, sur des clichés, sur des lieux communs, etc. Et on a du mal véritablement à comprendre les opinions publiques. Et les réactions, par exemple, il y a quelques mois sur des ambassadeurs à l'étranger concernant la situation à l'extérieur, etc., est aussi assez typique. On ne connaît pas la situation, donc on n'est pas capable de manipuler ce que font beaucoup de grandes puissances, de manipuler l'opinion publique internationale, de dire ce qu'il faut dire pour flatter un petit peu les gens, etc. Et donc c'est, je crois, un élément très important qui peut expliquer en même temps ce raidissement. Quand on ne connaît pas, on n'a pas de souplesse et on a tendance à foncer droit dans le mur. Alors, dans quelle mesure l'économie chinoise est-elle paralysée aujourd'hui et dans quelle mesure cette paralysie peut aggraver la crise économique mondiale? C'est-à-dire que là, dernièrement, la pandémie a touché effectivement fortement Shanghai. Elle ne touche pas encore Pékin, mais on a déjà des mesures extrêmement strictes à Pékin, qui est aussi un centre quand même c'est pas un centre économique au sens strict tout de même, on pourrait dire au niveau du tertiaire, etc. C'est quand même une ville qui compte. On a eu là, les Chinois sont en vacances actuellement, depuis la fin de la semaine dernière jusqu'à la fin de cette semaine, et on a des mesures très très fortes. Il faut faire si on veut rentrer dans des lieux publics, il faut faire un PCR toutes les 48 heures. Enfin, c'est extrêmement contraignant, et les gens vivent aujourd'hui dans l'attente et la peur de quelque chose qui pourrait du même ordre qui s'est passé à Shanghai. Donc, effectivement, la pandémie jusqu'à maintenant touchait des lieux relativement marginaux, disons. Là, on touche le cœur quand même économique et politique de la Chine, et la situation est assez dramatique puisque des usines entières ont fermé, elles commencent à réouvrir, mais on oblige les ouvriers à vivre à ne pas quitter les usines. De la même façon, le métro fonctionne encore, mais on fait vivre les gens sur place, les magasins aussi, les gens sont obligés de vivre, qui travaillent dans les magasins sont obligés de vivre sur place pour éviter justement les mouvements de population, etc., etc. Et puis globalement, depuis le début de la pandémie, il est difficile de voyager. En Chine, il est encore aujourd'hui très difficile. Quand on part de Pékin, par exemple, pour aller dans une autre ville, il faut faire un test, il faut parfois rester isolé quelques jours quand on arrive, quand on repart, il faut de nouveau faire un test. Si on revient par malheur d'une région où il y a eu quelques cas, on doit de nouveau se confiner. Il faut s'imaginer qu'on vit vraiment dans une situation vraiment de contraintes et de difficultés. Si vous
voulez, on peut être confiné dans certaines régions. Alors, si vous voulez, comme toujours en Chine, il y a des politiques globales et puis c'est adapté localement. Et souvent, les politiques locales vont aller encore plus fort que les politiques nationales pour montrer qu'on est un bon agent et qu'on est un bon élève d'une certaine façon. Donc, il y a effectivement des régions où il n'y a pratiquement pas de cas, où il va y avoir des politiques de restriction extrêmement fortes, où il suffit d'avoir un contact avec quelqu'un qui a eu un contact avec quelqu'un qui a eu le Covid pour que les choses, qu'on soit obligé de faire un lockdown. Est-ce que la production baisse? Est-ce qu'il peut y avoir des pénuries Alors, il y a déjà des pénuries qui sont dues essentiellement pour l'instant à des problèmes de commercialisation de produits. Mais on commence à manquer dans certaines régions tout de même d'éléments de base. Et puis, au-delà, je dirais, de l'aspect purement économique, il y a aussi un aspect qui est très lié, qui est peut-être plus dangereux, en tout cas dans l'immédiat. Au niveau de la population, c'est par exemple que l'on ferme les hôpitaux pour attendre les éventuels malades du Covid aussi. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus se faire soigner, ont une difficulté d'accès non seulement aux soins, mais aux médicaments. Alors, pour l'instant, disons que la situation n'est pas, pour revenir aux éléments strictement économiques, la situation n'est pas dramatique, mais tout de même, il y a beaucoup d'entreprises en Chine qui ont fermé leurs portes, des petites entreprises qui sont extrêmement en difficulté. Et je sais que dans certains domaines, notamment dans le domaine de l'électronique, certains, en Europe même, commencent à se plaindre de difficultés, de commercialisation, de production, etc. Certains produits manquent, etc. etc. Bon. Notamment dans un autre domaine, par exemple, qui est la production de vélos, qui est un élément important aujourd'hui dans l'économie mondiale, on manque aussi de composants. Donc, pour l'instant, les choses ne sont pas absolument dramatiques parce que l'on arrive à trouver des manières pour compenser, disons, en Chine, et les chiffres ne sont pas dramatiques, mais on peut penser que si les choses continuent de cette façon-là, que Shanghai continue à être bloqué, que évidemment, si on découvre de nouveaux cas dans la région de Shanghai, dans la grande région de Shanghai, on soit dans des situations de lockdown de ce type-là, on risque assez rapidement, oui, d'avoir des problèmes d'approvisionnement et surtout effectivement le jeu aujourd'hui de l'économie chinoise, enfin l'importance de l'économie chinoise est majeure et donc d'avoir des conséquences importantes sur l'économie mondiale. Déjà avec les pénuries liées à la guerre en Ukraine, s'il y a encore des pénuries liées à des confinements en Chine, ça va aller mal. Alors, justement, pour parler de la guerre en Ukraine, la Chine semblait pouvoir tirer des profits diplomatiques et stratégiques de cette guerre en se mettant une position d'allié de la Russie, mais en dialogue avec le reste du monde. Mais quels sont justement les calculs de Pékin sur ce terrain diplomatique-là? On a vu la dureté du langage de Washington vis-à-vis de Pékin, avec Joe Biden qui menaçait quasiment la Chine de représailles si elle continuait à commercer avec la Russie, notamment à lui vendre des composants militaires. Jusqu'où ira le soutien de Pékin à Moscou et comment on voit de Pékin cette guerre en Ukraine? Alors, bon, il faut préciser une chose, c'est que à l'heure actuelle, ce qui intéresse le gouvernement chinois, c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur du pays. Nous, on a une vision évidemment particulière, on est complètement centré sur cette affaire ukrainienne, mais ce n'est pas du tout le cas ni de la population chinoise, ni des autorités chinoises. Alors, sur un plan plus global, si vous voulez, la situation de la Chine on pourrait dire que la Chine est très embêtée finalement par cette question-là. Effectivement, on pourrait dire à un moment donné, on pensait qu'elle allait jouer un rôle important de médiation, etc. Mais elle n'a pas en fait les armes, on peut utiliser ce terme-là, pour effectuer ce travail. Pourquoi ? Parce que, premièrement, l'influence de la Chine sur la Russie a été largement, je pense, exagérée, et que la Russie, manifestement, peut très bien se passer de la Chine
disons, dans son projet ukrainien. Alors économiquement, évidemment, c'est un allié, politiquement, ça peut être un allié, mais si vous voulez, il n'y a pas une dépendance telle que la Chine pourrait très largement influencer la Russie dans ce domaine-là. Et la Chine, disons, est aussi coincée dans cette situation-là parce que précisément, elle ne comprend pas tous les arcanes, on pourrait dire, de la diplomatie. Elle ne fait pas partie de ces pays qui ont une finesse diplomatique, qui peuvent participer véritablement à ces grandes négociations. Elle a fait jusque maintenant, elle a assez bien joué les choses dans les organisations internationales où elle a une influence importante, mais quand il s'agit de gros dossiers de ce type-là, où il faut négocier, où il faut bien comprendre la position des uns et des autres, où il faut bien essayer de trouver la faiblesse, etc., on est dans un autre monde que la Chine maîtrise vraiment très très mal. Donc elle est dans une situation qui est relativement difficile et elle est dans une situation aussi où il faut dire que les avis sont partagés, c'est-à-dire que dans la population, par exemple chinoise, il ne faut pas croire qu'il y a une défense de la Russie contre l'Ukraine radicale. Il y a aussi beaucoup de gens, même si c'est à voix basse pour des raisons évidentes, qui soutiennent plutôt l'Ukraine. Il y a à l'intérieur même du parti des gens qui trouvent que Poutine a été trop loin, que les choses tout de même ne sont pas très bonnes, que l'économie chinoise risque de pâtir aussi de cette situation. Donc, mais disons, dans les médias chinois en français, notamment sur YouTube, il y a la CGTN qui monte et qui prend un peu la place de RT. Les médias chinois en français sont quand même très très alignés sur Moscou. Oui, bien sûr, mais comme sont alignés beaucoup de pays, par exemple africains, ou même certains pays d'Amérique latine, par rapport à cette question-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer, là aussi, que l'on a la Chine contre l'ensemble du monde. Si vous voulez, du point de vue de la Chine, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des soutiens politiques d'un certain nombre de pays qui peut-être ne comptent pas énormément, mais si vous voulez, du côté occidental, on a l'impression que c'est vraiment le monde contre la Russie, et donc on classe la Chine dans ce mais à côté de la Chine, il y a beaucoup d'autres pays qui soutiennent les gens. L'Occident contre la Russie et les autres qui regardent. Voilà, exactement. Et du point de vue, petite préférence pour la Russie. Et d'un certain point de vue, effectivement, mais parce que la Chine se détermine par rapport à sa grande. Le seul pays qui compte fondamentalement pour la Chine, c'est l'Amérique. Donc, de ce point de vue-là, la Chine ne peut évidemment pas accepter le diktat de l'Amérique. La Chine joue depuis un certain nombre d'années, ça a été radicalisé dans les 10 dernières années, la partition, disons, de la grande vengeance par rapport à l'humiliation du 19e siècle, etc., etc. Donc elle est dans cette logique de rattrapage, de réaffirmation de la puissance chinoise. Et dans ce cadre-là, bien entendu, elle ne peut absolument pas apparaître comme un allié des États-Unis. Donc elle doit bien évidemment apparaître comme un allié raisonnable bien évidemment, mais un allié de la Russie. Alors, aujourd'hui, la Chine est-elle un allié justement, un adversaire ou un ennemi de l'Occident ? Alors évidemment, la question est évidemment compliquée, mais cette question-là, je crois qu'il faudrait plutôt la poser du point de vue occidental, c'est-à-dire qu'on voit très bien que depuis un certain nombre d'années, il y a un retournement de l'opinion publique et de l'opinion tout court occidentale par rapport à ça. D'abord, posons-nous la question de l'Occident. Cette appellation est quand même très, 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 très bizarre parce que, comme je viens de le dire, des pays qui sont considérés comme plus ou moins occidentaux, par exemple en Amérique latine, ont une position quand même vis-à-vis de la Chine qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis, qu'à l'inverse, il y a des pays asiatiques comme la Corée ou le Japon qui sont dans l'Occident. Donc je pense qu'il y a une appellation qui n'est pas très bonne. Je dirais qu'il y a d'un côté les gens qui soutiennent ou qui sont en accord avec la puissance américaine et de l'autre des pays qui sont critiques par rapport
rapport à cette puissance-là. Donc, effectivement, ce qui est apparu depuis quelques années, c'est, du point de vue de la puissance américaine et de ses soutiens, une transformation. C'est-à-dire que l'économie chinoise apparaissait comme un élément fondamental, et le développement économique de la Chine est devenu un élément indispensable à la croissance globale. Et bien évidemment, il est tout à fait ironique de voir que tout d'un coup, des gens qui ont soutenu le développement économique de la Chine à une époque où la Chine était déjà ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une puissance non démocratique, change d'opinion, parce qu'aujourd'hui, la Chine est passée d'un état, disons, d'une économie en développement qui pouvait tirer la croissance globale à une économie de concurrence, une économie qui concurrence aujourd'hui la puissance américaine et la puissance européenne. Donc c'est ça le cœur de la question, c'est-à-dire que la Chine était vue comme une alliée du point de vue économique et jusqu'à un certain plan même du point de vue diplomatique, hein, jusqu'en 89 avec la lutte contre la Russie, etc., à une position aujourd'hui, je dirais pas d'ennemi, mais enfin de concurrent. Donc c'est là que l'élément fondamental se met en place, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que du point de vue de la puissance américaine et du point de vue de la puissance européenne, la Chine est devenue, effectivement, on pourrait dire un ennemi, et on a toute la rhétorique du péril jaune qui est revenue en avant. Est-ce que objectivement la Chine peut être une menace pour les puissances européennes et américaines? Bien évidemment, mais on est là dans le cadre d'une concurrence internationale. Et si je prenais un seul exemple, qui est ce qui se passe en Afrique, effectivement, un certain nombre de pays se sentent mises en danger. Je ne parle pas des pays africains, mais des puissances occidentales vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique. Parce que, effectivement, des pays comme la France. Des pays comme la France, des pays comme les États-Unis se trouvent effectivement dans une situation beaucoup plus difficile qu'auparavant. Non pas parce que, et là tous les travaux sérieux le montrent, il y aurait une espèce d'organisation secrète qui voudrait prendre le contrôle de l'Afrique du point de vue de la Chine. On voit bien que tous les travaux montrent en fait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que suivant les pays, il ne se passe pas la même chose, qu'il y a des acteurs aussi qui sont en concurrence en Chine, hein, eux-mêmes. Les entreprises luttent les unes contre les autres, les différents ministères même luttent contre les autres en Afrique, etc. Donc on n'a pas un cœur, un état-major qui organise tout ça, mais effectivement la Chine est plus présente en Afrique, joue un rôle économique, politique, etc., etc. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement le développement de la Chine et la projection, je crois, extérieure de la Chine, qui était d'ailleurs envisagée déjà il y a une vingtaine d'années. Les analystes montraient bien qu'après avoir développé l'économie à l'intérieur, on allait aussi se projeter à l'extérieur. Et on a cette situation de concurrence, effectivement, entre la Chine et aujourd'hui les puissances occidentales dominantes. Merci beaucoup Jean-Louis Rocca. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Chine, enseignant à Sciences Po Paris et auteur aux éditions La Découverte de l'ouvrage « Une sociologie de la Chine ».